Marie Vincent, un nom qui évoque à la fois talent, mystère et résilience. Connue pour ses œuvres captivantes, elle est aussi la survivante d'une terrifiante agression qui a bouleversé sa vie et choqué le monde entier. En 1978, alors qu'elle n'était qu'une adolescente, Marie Vincent a été victime d'une attaque brutale qui a failli lui coûter la vie et lui a laissé des séquelles indélébiles. Accrochez-vous, car ce récit va vous emmener au-delà des apparences, là où l'ombre et la lumière s'entremêlent. Comment Marie Vincent a-t-elle trouvé la force de survivre et de transformer son traumatisme en une source de création artistique? Quelle vérité se dessine dans les méandres de son parcours? Préparez-vous à découvrir une histoire qui dépasse le simple fait divers, une histoire de courage et de résilience où chaque détail compte et où le moindre indice pourrait tout changer. Restez donc avec nous, car l'inattendu est au rendez-vous, et ce que vous allez entendre pourrait bien vous hanter longtemps après la fin de cet épisode. Nous sommes à la fin des années 70. À l'époque, faire du stop était une pratique courante, perçue comme une méthode simple et économique de voyager. Les routes américaines étaient souvent bordées de jeunes aventuriers, bras tendus et pouces levés, cherchant à se rendre d'un point à un autre. Dans ce climat de liberté et de confiance, Marie Vincent, une adolescente de 15 ans, ne se doute pas que son périple, commencé sur une route californienne en 1978, va prendre une tournure tragique et bouleversante. Pour Marie Vincent, cette journée d'automne semble n'être qu'une étape de plus dans son voyage vers un nouvel avenir, mais le destin en a décidé autrement. Mais avant d'en savoir plus sur cette affaire, laissez-moi vous présenter notre protagoniste. Marie Vincent est née le 15 mai 1963 à Las Vegas, dans le Nevada. Elle grandit au sein d'une famille modeste, entourée de ses parents et de ses frères et sœurs. Un début de vie des plus normaux. Dès son plus jeune âge, la petite Marie Vincent montre un talent particulier pour la danse et la musique, deux passions qui rythment son enfance. Elle passe des heures à s'entraîner, rêvant de devenir danseuse professionnelle. Sa famille, bien que très serrée financièrement, la soutient dans ses aspirations artistiques et l'encourage à poursuivre ses rêves malgré les obstacles. Adolescente, Marie Vincent se distingue par son caractère déterminé et sa joie de vivre. Elle est populaire parmi ses camarades de classe, connue pour son sourire éclatant et son esprit généreux. La jeune fille continue de se consacrer à la danse, participe à divers concours locaux et remporte plusieurs prix. Cependant, l'adolescence n'est pas exempte de défis. La situation financière de sa famille devient de plus en plus précaire et oblige Marie à travailler après l'école pour contribuer aux besoins domestiques. Mais malgré ces difficultés, Marie Vincent ne renonce pas à ses ambitions. Bon, tout ça c'est bien beau, un soutien familial inconditionnel, une passion qui la dévore, un avenir prometteur, oui. Mais dans la tête de Marie Vincent, les choses vont moins bien qu'il n'y paraît. Cette adolescente de 15 ans, avec ses rêves et ses aspirations, est aussi en proie à de nombreux complexes, comme beaucoup de jeunes de son âge. Depuis son plus jeune âge, Marie se sent différente. Elle est particulièrement sensible, réservée et souvent en quête d'acceptation. Son apparence, bien qu'attrayante, est source d'inquiétude et de tracas pour elle. Elle se compare souvent aux autres filles de son âge et se sent parfois moins jolie ou moins populaire. Normal, allez-vous penser, mais cela va bien plus loin que vous n'imaginez. Pourquoi est-ce que je ne suis jamais assez ? Se demande-t-elle continuellement, se regardant dans le miroir. Ces complexes la rendent vulnérable et influençable. Elle recherche constamment l'approbation des autres. La jeune femme aspire à être vue et aimée pour ce qu'elle est vraiment, au-delà des apparences et des premières impressions. Les rapports familiaux non plus ne sont pas réellement au beau fixe, en dépit du tableau de la famille idéale qu'ils veulent montrer au monde extérieur. Oui, à l'époque, peu avant le fameux événement, les relations de Marie Vincent avec sa famille sont compliquées. Sa famille, bien qu'unie en apparence, est marquée par des tensions sous-jacentes. Son père, souvent absent à cause de son travail, est une figure distante dans sa vie. Sa mère, bien qu'affectueuse, est surmenée par les responsabilités domestiques et les soucis financiers. Marie Vincent a 2 frères et sœurs plus jeunes, dont elle s'occupe fréquemment, assumant un rôle quasi parental en raison de l'absence de son père et de la charge de travail de sa mère. Cette responsabilité accrue la fait mûrir malgré elle rapidement, mais l'isole également du monde.
Une anecdote révélatrice de ces tensions familiales se produit un soir où Marie a préparé un dîner spécial pour célébrer l'anniversaire de son frère cadet. Son père, revenant de manière inattendue ce soir-là, annule la fête familiale sans explication et emmène toute la famille à un événement de travail. Marie, frustrée et blessée par cette décision, a une vive altercation avec son père, exacerbant encore les tensions familiales. Cet incident illustre bien les frustrations accumulées et les incompréhensions qui régnaient au sein de la famille Vincent, contribuant à augmenter l'atmosphère lourde et tendue. Une autre anecdote marquante se déroule un samedi après-midi, où sa mère, accablée par le travail et les soucis financiers, demande à Marie de gérer seule les courses hebdomadaires et de préparer les repas pour le week-end. Marie, âgée seulement de 14 ans, se retrouve alors à jongler avec une liste interminable de tâches, comme s'occuper de ses frères et sœurs, ce qu'elle fait déjà, mais en plus, nettoyer la maison et cuisiner. Bien qu'elle réussisse à tout faire, cette expérience renforce son sentiment de solitude et de surmenage. Sa mère, reconnaissant ses efforts, lui confie de plus en plus de responsabilités. La petite Marie mûrit bien trop vite et est privée également d'une adolescence insouciante. Tout ce qu'elle voulait, elle, c'était danser. Danser devant un public admiratif et ne plus avoir à entendre cette fameuse phrase de la bouche de sa mère « Marie, tu es la grande sœur, tu dois montrer l'exemple ». À cause de cette pression constante de bien faire et de protéger ses frères et sœurs, elle se sent parfois négligée et incomprise. Elle rêve de liberté et d'indépendance, d'un endroit où elle pourrait être elle-même sans avoir à se soucier des attentes familiales. Soucis d'acceptation complexes, rapports familiaux malsains, Marie-Vincent se dit que c'en est assez. Cette envie soudaine de changement va coïncider avec l'obtention de son diplôme. Marie-Vincent décide de lever l'ancre et de partir pour la Californie afin de poursuivre une carrière dans la danse. Elle s'inscrit dans une école renommée où elle espère parfaire ses compétences et se faire un nom dans l'industrie. Ses premiers jours en Californie se déroulent plutôt bien. Elle découvre la vie trépidante de San Francisco, fait de nouvelles rencontres et se lie d'amitié avec d'autres étudiants passionnés par la danse. Marie participe à ses premiers cours avec enthousiasme, impressionnant ses professeurs par sa détermination et son talent. Elle commence même à travailler à mi-temps dans un café local, où elle se sent acceptée et appréciée par ses collègues. Mais c'est aussi à cette période de sa vie que Marie-Vincent va vivre l'un des événements les plus marquants et traumatisants de son existence. Alors que tout semble enfin aller pour le mieux, sa vie va être chamboulée. La nuit tombe doucement sur la Californie, ce 29 septembre 1978. L'adolescente de 15 ans fait du stop en bordure de route, en direction de l'ouest. Le crépuscule teint le ciel de nuances pourpres et orange et les étoiles commencent à scintiller. Marie-Vincent, vêtue d'un jean et d'un t-shirt, porte un sac à dos usé contenant tout ce qu'elle possède. Elle est fatiguée, mais déterminée à rejoindre Los Angeles, où elle espère trouver refuge et recommencer sa vie. Alors qu'elle lève le pouce pour attirer l'attention des automobilistes, une vieille camionnette bleue s'arrête à sa hauteur. Le véhicule est poussiéreux et les phares ont certainement connu de meilleurs jours. Le conducteur, un homme d'une 50aine d'années avec un sourire rassurant, baisse la fenêtre. « Besoin d'un lift, jeune fille ?» demande-t-il d'une voix douce. Marie-Vincent hésite un instant. Elle a appris à se méfier des inconnus, mais le vieil homme a l'air inoffensif. Elle scrute ses traits. Des rides profonds creusent son visage et surtout, ses yeux semblent sincères. Elle hoche la tête. « Oui, s'il vous plaît, je vais vers Los Angeles. »« Monte, je t'emmène », répond l'étranger en ouvrant la portière d'un geste aimable. Marie grimpe à l'intérieur. La camionnette sent légèrement le tabac froid et la cannelle, une odeur étrange mais pas désagréable. Elle s'installe sur le siège passager, son sac posé sur ses genoux. Dans ce van, un vieux modèle bleu pâle avec des sièges usés en vinyle et des rideaux épais couvrant les fenêtres arrière, plane une atmosphère à la fois accueillante et déconcertante. Des cartons et des sacs en plastique jonchent le sol, témoignant d'une vie passée sur la route. Les roues décollent de l'asphalte et Marie jette un dernier regard à la route avant que le paysage ne commence à défiler par la fenêtre, sans se douter de l'horreur qui l'attend. Ils roulent pendant plusieurs heures, discutant de tout et de rien. Attendez, j'imagine que jusqu'à présent, vous ne savez toujours pas qui est ce parfait inconnu. Vous voulez un nom, n'est-ce pas ? Eh bien, l'homme se présente sous le nom de Lawrence Singleton.
Lawrence Singleton est un homme d'une cinquantaine d'années. Il mesure environ 1m80 avec une carrure solide, signe d'une vie passée affectuée des travaux physiques. Ses cheveux grisonnants sont clairsemés, encadrant un visage marqué par les années et les épreuves. Des rides profondes creusent son front et le contour de ses yeux, donnant l'impression d'un homme qui a vu et vécu beaucoup de choses. Il a cependant une petite bouille de papy innocent avec ses joues roses. Ses yeux, autrefois peut-être chaleureux, sont devenus froids et distants, révélant une âme tourmentée. Singleton porte des vêtements simples et usés, une chemise en flanelle, un jean délavé et des bottes de travail, renforçant l'image d'un homme issu d'un milieu modeste. Lawrence Singleton est né dans les années 1920 dans une petite ville du sud des États-Unis. Sa famille était pauvre et nombreuse. Son père, un ouvrier agricole, travaillait dur pour nourrir ses 8 enfants. Sa mère, une femme sévère et dévouée, passait ses journées à s'occuper de la maison et des enfants. Dès son plus jeune âge, Lawrence a dû contribuer aux tâches familiales, apprenant rapidement que la vie était une lutte constante. Enfant, Lawrence était un garçon réservé et solitaire. À l'école, il n'était pas particulièrement brillant, mais il était habile de ses mains. Il préférait passer son temps libre à construire des objets en bois ou à explorer les bois environnants. Les autres enfants se moquaient souvent de lui pour sa timidité et son apparence modeste. Cette période a forgé en lui une certaine amertume et une méfiance envers les autres. À l'adolescence, Singleton a commencé à se rebeller contre l'autorité parentale et scolaire. Il traînait avec des jeunes délinquants et s'est retrouvé impliqué dans de petits délits sans importance. Il a quitté l'école à 16 ans, incapable de supporter plus longtemps les humiliations et l'ennui des cours. Il a alors enchaîné les petits boulots, scénario classique, généralement mal payés et précaires, ce qui n'a fait qu'accentuer son ressentiment envers cette société lâche. À l'âge adulte, Lawrence Singleton se marie jeune et a plusieurs enfants. Son mariage est tumultueux, marqué par des disputes fréquentes et des périodes de longues séparations. Sa femme, fatiguée de ses accès de colère et de son comportement violent, finit par demander le divorce. Inévitable, cette rupture marque un tournant décisif dans la vie de Singleton. Isolé de sa famille et en proie à une profonde dépression, il sombre ainsi dans l'alcoolisme. Ses rapports avec ses enfants sont distants et compliqués. Ses fils et filles, bien qu'affectionnant leur père, ne peuvent ignorer ses problèmes d'alcool et ses excès de violence. Singleton devient de plus en plus instable, perdant emploi après emploi. Ses relations avec ses proches se détériorent et il finit par vivre seul dans une petite maison délabrée, se coupant progressivement du monde extérieur. Malgré son apparence de vieil homme inoffensif et de grand-père gâteau, Lawrence Singleton cache une noirceur profonde. Sa vie de frustration, d'échec et de ressentiment l'a transformé en un individu dangereux. Cet homme, qui autrefois était un enfant innocent, rêvant d'un avenir meilleur, s'est perdu dans les méandres de sa propre haine et de son désespoir. Retournons maintenant à notre périple. Durant le trajet, Lawrence Singleton met Marie Vincent en confiance. Il parle de sa famille, de ses voyages, essayant tant bien que mal de mettre la jeune fille à l'aise. « Tu sais, j'ai une fille à peu près de ton âge, » dit-il en regardant la route. « Elle vit avec sa mère maintenant, à Reno. » Il donne l'impression qu'il se confie, lui donne des informations personnelles, histoire qu'elle se dise que cet homme inconnu est un homme lambda, sans défense. Et elle se dit alors qu'il n'y a rien à craindre. Pendant qu'il parle, Marie-Vincent se contente de hocher la tête, feignant l'intérêt. Elle regarde défiler les paysages à travers la fenêtre, son esprit vagabondant entre ses souvenirs et ses espoirs pour l'avenir. Et elle se détend peu à peu, ses yeux se fermant de fatigue. « Tu devrais te reposer », lui suggère Singleton. « Il reste encore pas mal de route à faire. » Marie acquiesce et s'adosse confortablement à son siège, ses paupières devenant de plus en plus lourdes. Cependant, quelque chose au fond d'elle reste en alerte, une intuition qu'elle ne peut ignorer. Et elle a bien raison de rester sur le qui-vive. Au bout d'un moment, la camionnette quitte l'autoroute. Marie ouvre les yeux, son instinct de survie en alerte. « Où allons-nous » demande-t-elle, la voix tremblante. Singleton sourit, mais cette fois, son sourire n'a vraiment rien de rassurant. « Ne t'inquiète pas, je connais un raccourci », dit-il en bifurquant sur une route isolée. Le cœur de Marie commence à battre la chamade. Elle comprend alors
qu'elle devrait sortir de cette camionnette. Elle cherche frénétiquement une échappatoire, mais avant qu'elle ne puisse agir, Singleton s'arrête brusquement, sort un marteau et frappe Marie avec une violence inouïe. Elle tente de se défendre, mais l'homme était bien plus fort. « Pourquoi ?» parvient-elle à murmurer avant de perdre connaissance. Lorsqu'elle reprend conscience, Marie se retrouve ligotée dans la camionnette. Lawrence Singleton, son visage maintenant déformé par une expression de pure cruauté, la fixe. « Ne fais pas de bruit, siffle-t-il. Sinon, ça se passera encore plus mal pour toi. » Marie sent son estomac se nouer de peur. Elle sait que personne ne peut l'entendre crier dans cette étendue déserte. Lawrence Singleton la traîne hors du véhicule, la forçant à subir l'indicible. Il l'assomme avec un marteau, la viole pendant de longues heures et la torture en lui coupant les 2 avant-bras avec une hachette. Convaincue qu'elle est maintenant morte, Lawrence Singleton jette Marie Vincent, nue et couverte de sang, d'une falaise de 9 mètres au bord de l'Interstate 5, près de Del Puerto Canyon, en Californie. Lorsqu'elle reprend ses esprits, car elle reprend ses esprits, l'aube est déjà levée depuis un bon moment. Lawrence Singleton, persuadé de l'avoir tué, a quitté les lieux. Grosse erreur. Marie Vincent, gravement blessée, trouve la force de se lever. Elle réduit le saignement provenant de ses avant-bras en plongeant ses moignons dans la boue, ce qui aide à stopper l'hémorragie pendant qu'elle escalade la falaise. Elle marche, le sang coule de ses blessures, mais elle est déterminée à survivre. Elle erre durant des heures, parcourant environ 5 kilomètres à pied, nue, ensanglantée et sans bras, avant de croiser sur une route un couple de camionneurs. « Oh mon Dieu, appelle une ambulance !» s'écrie l'un des deux en voyant l'état de Marie. Malgré ses souffrances, elle parvient à murmurer « Aidez-moi !» Marie Vincent vient de filer de justesse entre les doigts de la mort. Leur intervention rapide permet de sauver la vie de la jeune femme. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle est aussitôt prise en charge par une équipe médicale prête à tout pour stabiliser son état. Les médecins, confrontés à l'ampleur de ses blessures, agissent avec une efficacité et une précision remarquables. Marie est emmenée directement en salle d'opération, où les chirurgiens travaillent sans relâche pour traiter ses plaies et stopper l'hémorragie. Après plusieurs heures d'opération, elle est transférée en soins intensifs. Là, une équipe de spécialistes en traumatologie et en psychologie se relaie pour assurer son rétablissement physique et mental. Les infirmières veillent constamment sur elle, surveillant ses signes vitaux et s'assurant qu'elle reçoit les meilleurs soins possibles. Malgré la douleur et le choc, Marie fait preuve d'un courage et d'une détermination hors du commun. Elle s'accroche à la vie avec une force intérieure impressionnante, inspirant respect et admiration à tous ceux qui croisent son chemin. La jeune fille sombre ensuite dans un très profond sommeil. Marie Vincent se réveille le lendemain dans une chambre d'hôpital, le visage pâle sous les lumières fluorescentes. Les bips réguliers des machines qui surveillent ses signes vitaux lui rappellent qu'elle est en vie. Ses yeux papillonnent avant de se poser sur le visage inquiet de sa mère, assise à son chevet. « Maman » murmure-t-elle, la voix rauque. « Je suis là, ma chérie », répond sa mère, les larmes aux yeux. « Tu es en sécurité maintenant. » Marie tente de bouger, mais la douleur la submerge. Elle baisse les yeux et réalise avec horreur l'absence de ses bras. Une vague de panique la submerge. « Mes bras ? Où sont mes bras ?» s'écrie-t-elle, le souffle court. « Chut, 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 calme-toi, dit une infirmière en s'approchant. Tu as survécu à quelque chose de terrible, mais tu es entre de bonnes mains maintenant. Nous allons t'aider à traverser cela. » À l'hôpital, Marie est entourée de médecins et de psychologues. Chaque jour est un véritable combat pour elle, mais elle ne perd pas espoir. Les jours suivants sont un mélange de douleur, de confusion et de soins intensifs. Les médecins et les infirmières s'affairent autour d'elle, changeant ses pansements, administrant des médicaments pour gérer la douleur. Marie se sent perdue, comme si elle flottait entre deux mondes. Quelques jours plus tard, 2 enquêteurs viennent la voir. L'inspecteur Ramirez, un homme d'une 40aine d'années au regard bienveillant, et son collègue, l'inspecteur Davis, plus jeune et déterminé, entrent dans la chambre. « Bonjour Marie », commence Ramirez doucement. « Nous sommes ici pour parler de ce qui s'est passé. Nous savons que c'est difficile, mais vos informations sont cruciales pour arrêter cet homme. »
Marie hoche lentement la tête, le cœur lourd. Elle prend une grande inspiration et commence à raconter son calvaire, chaque mot étant une épreuve. Il m'a pris en stop. Il semblait gentil au début. Puis il a quitté l'autoroute. Il m'a frappé avec un marteau et... Elle s'interrompt, la voix tremblante, avant de reprendre. Et il m'a laissée pour morte. Vous êtes incroyablement courageuse, dit Davis. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le retrouver. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur lui et sa camionnette ? Marie décrit avec précision le visage de Lawrence Singleton, ses cheveux grisonnants, son regard froid. Elle parle aussi de la camionnette bleue, des objets à l'intérieur, chaque détail qui pourrait aider à l'identifier. Marie-Vincent, la voix tremblante mais résolue, raconte chaque détail de cette nuit d'horreur. L'inspecteur l'écoute attentivement, prenant des notes. « Nous le trouverons et il paiera pour ce qu'il t'a fait. » Dans les jours qui suivent l'agression, l'enquête pour retrouver Lawrence Singleton bat son plein. L'inspecteur Ramirez et son collègue, l'inspecteur Davis, travaillent sans relâche pour rassembler les pièces du puzzle. Ils savent que chaque minute compte. Ramirez se tient dans le bureau de la police, ses yeux fixés sur un tableau couvert de photos et de notes. « Nous devons trouver cet homme avant qu'il ne fasse une autre victime, » dit-il d'une voix grave. Davis, assis à son bureau, feuillette des dossiers. On sait qu'il conduit une vieille camionnette bleue et que Marie-Vincent nous en a donné une description précise. Commençons par vérifier les registres des véhicules. Les enquêteurs passent au peigne fin les registres des véhicules de la région, recherchant des camionnettes correspondant à la description donnée par la victime. Ils interrogent des témoins potentiels et visitent les garages locaux. Lors d'un déplacement, Ramirez et Davis se rendent dans un garage poussiéreux en périphérie de la ville. Le propriétaire, un vieil homme avec des lunettes épaisses, les accueille. « Vous avez vu une vieille camionnette bleue récemment ?» demande Ramirez en montrant une photo du modèle. Le propriétaire ajuste ses lunettes. « Oui, je crois bien. Un type l'a amené la semaine dernière pour une réparation. J'ai son nom quelque part. Ah voilà, Lawrence Singleton. » Avec ce nouvel indice, les enquêteurs intensifient leur traque. Ils découvrent que Singleton possède une maison dans une petite ville voisine. Ils organisent alors une surveillance, espérant l'attraper lorsqu'il rentrera chez lui. Ramirez et Davis se planquent dans une voiture banalisée, stationnée discrètement à quelques pas de la maison de Lawrence Singleton. Les heures passent lentement, chaque minute étant marquée par une tension palpable. « Là-bas, c'est lui !» murmure Davis, en voyant une vieille camionnette bleue s'approcher de la maison. Les deux inspecteurs sortent précipitamment de la voiture et se dirigent vers Singleton, arme dégainée. « Lawrence Singleton, arrêtez-vous !» crie Ramirez. Bien évidemment, Lawrence Singleton tente de fuir, mais il est rapidement rattrapé, maîtrisé et menotté. La capture est un soulagement pour toute l'équipe, mais surtout pour Marie-Vincent. De retour au poste, les enquêteurs interrogent l'individu. Il est assis dans une petite salle d'interrogatoire, les poignets menottés à la table. Ramirez et Davis le fixent avec intensité. « Vous savez pourquoi vous êtes ici, Singleton ?» commence Ramirez. « Marie-Vincent a survécu. Et elle vous a identifié. Vous allez payer pour ce que vous lui avez fait. » Singleton garde le silence, son regard vide et distant. « Vous pensiez vraiment pouvoir vous en tirer comme ça ? Vous avez laissé des preuves partout, votre camionnette, les témoins, tout vous incrimine. » Singleton finit par marmonner quelques mots. Ni, tout, et lâche un « je ne me souviens de rien » pour se défaire de la situation, ce qui a le don d'agacer nos policiers. Car oui, il leur manquait des preuves. Bien qu'ils soient convaincus et certains d'avoir attrapé le coupable, il leur fallait du solide, du palpable à donner au juge. Les enquêteurs vont alors fouiller la maison de Singleton et sa camionnette, cherchant des preuves supplémentaires. Ils trouvent des vêtements ensanglantés et des objets personnels semblant appartenir à Marie-Vincent, des éléments cruciaux pour l'inculpé. De retour au poste de police, Ramirez examine les preuves alignées sur une table. Bingo! Les preuves sont là, le sang, et les objets appartiennent bien à la victime. Avec ça, on l'a, dit-il avec détermination. Il ne s'en sortira pas. Ils préparent alors un dossier solide avec tous les éléments rassemblés, prêts à le présenter au procureur. Le sentiment de justice se dessine enfin pour la jeune victime. Ramirez et Davis se rendent à l'hôpital pour informer Marie de la capture de Singleton. Ils entrent dans sa chambre avec un sourire rassurant. « Marie,
Nous avons une bonne nouvelle. Nous avons attrapé Lauren Singleton. » Marie-Vincent les regarde, les yeux remplis de soulagement et d'émotion. « Merci, » murmure-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. « Merci de m'avoir cru et d'avoir tout fait pour le retrouver. » Et en parlant de Marie, justement, qu'est-elle devenue pendant que l'enquête menait son cours ? Eh bien, pendant son séjour à l'hôpital, Marie a commencé la difficile reconstruction de sa vie. Les médecins lui ont expliqué qu'elle devra porter des prothèses et suivre une rééducation intensive. Elle a participé également à des séances de thérapie physique pour apprendre à utiliser ces nouvelles prothèses. Les premières tentatives ont été difficiles et frustrantes. C'est un grand choc qu'elle a pris en pleine face. « C'est impossible !» s'écrie-t-elle lors d'une séance. « Je ne peux pas le faire !»« Vous pouvez, Marie !» l'encourage son thérapeute, M. Johnson. « Cela prendra du temps, mais chaque petit progrès est une victoire, Marie. » Elle reçoit aussi un soutien psychologique intensif. Elle rencontre régulièrement une psychologue, le docteur Janet Hall, qui l'aide à faire face au traumatisme et joue un rôle crucial dans sa reconstruction. Elle l'aide à comprendre que ce qui lui est arrivé n'est pas de sa faute, que sa vulnérabilité ne doit pas être une source de honte. Tu as survécu à quelque chose de terrible, mais tu n'es pas seul. Tu as en toi une force incroyable. Il est normal de ressentir de la colère, de la tristesse, mais sache que tu es incroyablement forte. Tu peux surmonter tout cela. Après plusieurs semaines à l'hôpital, Marie est enfin autorisée à rentrer chez elle. Sa famille a préparé la maison pour l'accueillir, aménageant les pièces pour faciliter ses mouvements. Elle retrouve son environnement familier, mais tout semble différent. « C'est étrange d'être de retour, » dit-elle à sa mère. « Tout paraît tellement normal. »« Nous allons traverser cela ensemble, » répond sa mère avec douceur. « Un jour à la fois. » Marie commence à reprendre des activités quotidiennes, apprenant à vivre avec ses prothèses. Elle participe à des groupes de soutien où elle rencontre d'autres survivants de traumatisme. Lors d'une réunion, Marie se confie. « Parfois, je me sens tellement en colère. Pourquoi cela m'est-il arrivé ? » « La colère est normale, » répond une autre survivante. « Ce qui est important, c'est ce que vous en faites. Utilisez-la pour avancer, pour reconstruire votre vie. » En attendant le procès de Singleton, Marie se concentre sur sa guérison. Elle commence à parler publiquement de son expérience, espérant sensibiliser les autres et empêcher que de telles horreurs ne se reproduisent. Elle devient une voix puissante pour les droits des victimes, travaillant avec des organisations locales pour offrir soutien et ressources à ceux qui en ont besoin. Chaque discours, chaque rencontre est une étape de plus dans son parcours de guérison. Le courage et la détermination de Marie-Vincent inspirent tous ceux qui la rencontrent. Elle montre qu'il est possible de surmonter même les épreuves les plus horribles avec force et résilience. « Mon nom est Marie-Vincent et je suis une survivante », commence-t-elle lors de sa première intervention publique. « Ce qui m'est arrivé est terrible, mais je refuse de laisser cette expérience définir ma vie. Je ne suis pas une victime, déclare-t-elle fièrement lors d'une interview télévisée. Je suis une survivante. Et je veux que tout le monde sache que peu importe ce qui vous arrive, vous pouvez toujours trouver la force de continuer. » Marie commence à son tour à reconstruire ses relations familiales. Ses parents, bouleversés par ce qui lui est arrivé, deviennent plus présents et plus compréhensifs. Ils la soutiennent dans chaque étape de sa guérison, renforçant les liens familiaux. « Nous sommes là pour toi », lui dit sa mère en la prenant dans ses bras. « Ensemble, nous surmonterons cela. » Marie continue en parallèle de se préparer pour le procès, sachant que son témoignage sera crucial pour condamner Singleton. Elle sait que ce ne sera pas facile, mais elle est prête à tout affronter pour obtenir justice. La force intérieure de Marie-Vincent et son parcours de reconstruction sont des témoignages puissants de la résilience humaine. Malgré l'horreur de son expérience, elle refuse de laisser la violence de Singleton dicter sa vie, choisissant plutôt de transformer sa douleur en un cri de ralliement pour la justice et le soutien des victimes. Nous voici quelques semaines plus tard. Singleton va enfin être jugé. Marie, toujours traumatisée, se prépare à assister au procès de son agresseur. Il s'ouvre le 12 juin 1979 dans une petite salle d'audience de la ville de San Diego, en Californie. La salle, ce jour-là, est bondée, remplie de journalistes, de curieux et de partisans de Marie-Vincent venus soutenir la jeune fille dans son combat pour la justice. L'atmosphère est électrique, chaque murmure et chaque mouvement amplifié par l'importance de l'affaire. Marie-Vincent, à peine âgée de 16 ans,
se tient à côté de ses parents, serrant nerveusement la main de sa mère avec sa prothèse qu'elle a appris à apprivoiser. Elle porte une robe bleue, toute simple, ses longs cheveux bruns encadrant un visage marqué par la détermination et la souffrance. À l'autre bout de la salle, Lawrence Singleton, vêtu d'un costume sombre mal ajusté, affiche un visage impassible, comme détaché des événements. Marie Vincent regarde l'homme qui a détruit sa vie, mais elle reste forte et essaye tant bien que mal de faire bonne figure. Elle sait que son témoignage est déterminant pour le condamner. C'est un certain juge Roberts qui est chargé de diriger le procès. Cet homme d'âge moyen, au regard sévère, ouvre la séance par un coup de marteau. L'audience est ouverte. Nous allons commencer par les déclarations d'ouverture. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Le procureur, James Caldwell, se lève, ajuste ses lunettes et se tourne vers le jury. Mesdames et messieurs les jurés, ce procès concerne l'un des crimes les plus odieux que cette ville ait jamais connu. Marie Vincent, une jeune fille de 15 ans à l'époque des faits, a été victime d'une agression brutale et inhumaine par cet homme, Lawrence Singleton. Nous vous présenterons des preuves irréfutables de sa culpabilité et nous ferons en sorte que justice soit rendue pour Marie. L'avocat de la défense, Thomas Anderson, se lève à son tour. Mesdames et messieurs les jurés, je vous demande de garder l'esprit ouvert et de vous rappeler que mon client est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Nous démontrerons que les accusations portées contre lui sont basées sur des témoignages inconsistants et des preuves circonstancielles. Le premier jour du procès est marqué par le témoignage poignant de Marie Vincent. Escortée à la barre par l'huissier de justice, elle inspire profondément avant de commencer son récit. Le moment fatidique commence alors. « Racontez-nous ce qui s'est passé ce soir-là, Marie », demande le procureur Caldwell avec une voix douce et encourageante. Marie prend une grande inspiration, ses mains tremblantes, et dit « J'ai fait du stop pour aller à Los Angeles. Monsieur Singleton s'est arrêté pour me proposer de m'emmener. Au début, il semblait gentil, mais tout a changé quand il a quitté l'autoroute. » Elle détaille les événements horribles de cette nuit, les larmes aux yeux, mais la voix ferme. Le silence règne dans la salle, chaque mot de Marie résonnant comme un coup de poignard. Il m'a frappé avec un marteau et... Là, elle s'arrête, submergée par l'émotion, et reprend son souffle. Il m'a laissée pour morte, mais je me suis réveillé et j'ai réussi à marcher jusqu'à une route où un couple de camionneurs m'a trouvé. Le procureur hoche la tête, visiblement ému. Merci Marie, vous avez été incroyablement courageuse. Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de la défense tente de semer le doute. Marie, vous étiez en état de choc cette nuit-là, n'est-ce pas? Il est possible que votre mémoire soit floue. La victime le fixe avec une intensité farouche. Non, monsieur, je me souviens de chaque détail. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Les jours suivants du procès sont consacrés au témoignage des experts. Le médecin légiste, Dr Alan Roberts, décrit à son tour les blessures horribles subies par Marie Vincent. Les coupures et les fractures montrent une violence extrême. Les preuves sont cohérentes avec l'utilisation d'un objet contondant, comme un marteau. Le procureur fait, quant à lui, défiler des photos des blessures de Marie, chaque image suscitant des murmures horrifiés dans la salle. Un psychologue, le docteur Janet Hall, parle de l'impact psychologique de l'agression sur Marie. Elle souffre de stress post-traumatique sévère. Ses cauchemars et ses crises d'angoisse sont les conséquences directes de l'attaque. De son côté, la défense, croulant sous les preuves accablantes, fait volte-face. Elle tente alors une autre stratégie, celle de faire valoir que Singleton n'était pas dans son état normal la nuit de l'attaque. D'ailleurs, plusieurs témoins de la défense, principalement des collègues et des voisins, témoignent de son caractère habituellement calme et bienveillant. « Je connais Lawrence depuis des années », déclare un ancien collègue. « Il n'a jamais montré le moindre signe de violence. » L'avocat de la défense présente également un expert en toxicologie, le docteur Michael Harris, qui suggère que Singleton avait pu agir sous l'influence de l'alcool ou d'autres substances. Les toxines peuvent altérer le comportement d'une personne. Il est possible que Singleton ne se soit pas rendu compte de ses actes. Le procureur Caldwell tape des poings sur la table et contre-attaque vigoureusement. Peu importe son état d'esprit, les actes de Singleton étaient prémédités et d'une cruauté inimaginable. Marie Vincent a survécu à une horreur indescriptible, et il doit en être tenu responsable. Et là, coup de théâtre.
il appelle un témoin surprise, un ancien compagnon de cellule de Singleton, qui révèle des confidences troublantes. Singleton m'a dit qu'il avait laissé la fille pour morte. Si vous saviez, il ne montrait aucun remords. Ainsi, le procès de Lawrence s'étale sur plusieurs semaines de témoignages et de délibérations. Le dernier jour de procès, le jury se retire pour rendre son verdict. L'attente est insupportable pour Mary et sa famille. Finalement, le jury revient avec sa décision. Et sa sentence est implacable. Nous déclarons Lawrence Singleton coupable de tentative de meurtre avec préméditation, de viol et de séquestration. Un murmure de soulagement parcourt alors la salle. Mary se tourne vers sa mère, les larmes aux yeux, mais cette fois, ce sont des larmes de soulagement. Singleton, lui, reste impassible, son visage figé dans une expression d'indifférence. Le juge Roberts prend la parole à son tour pour prononcer la sentence. Lawrence Singleton, vos actes sont d'une cruauté inimaginable. Vous avez tenté de détruire une jeune vie avec une violence inouïe. Je vous condamne à la peine maximale prévue par la loi, soit 14 ans de prison. Le public éclate alors en protestation. La sentence semble dérisoire comparée à l'horreur des crimes commis. Mary Vincent serre les poings. Sa colère est visible. Singleton est condamné à 14 ans de prison, le maximum autorisé par la loi en Californie à l'époque. Le juge président déclare néanmoins « Si j'en avais le pouvoir, je vous enverrai en prison pour le restant de votre vie. » Lawrence Singleton est également condamné au versement d'une indemnité de 2,56 millions de dollars. Mais Mary Vincent ne pourra pas recouvrer sa créance du fait de l'insolvabilité du coupable. Après le procès, Mary Vincent décide de continuer à se battre pour la justice. Elle devient une militante acharnée pour les droits des victimes et plaide pour des peines plus sévères pour les crimes violents. Son courage et sa détermination contribuent, entre autres, à l'adoption de lois plus strictes en Californie, connues sous le nom de Singleton Bill. Elles visent à garantir que des individus comme Lawrence Singleton ne puissent jamais bénéficier de clémence. Mais voilà qu'il se produit l'impensable. Outre l'aspect particulièrement abominable du crime, l'affaire Lawrence Singleton devient encore plus médiatisée lors de la libération conditionnelle du coupable, après seulement 8 ans passés en prison. Ce dernier bénéficie d'une réduction de peine grâce à sa bonne tenue et à son dévouement en tant qu'enseignant auxiliaire dans une salle de classe au sein de la prison. Singleton est placé en liberté conditionnelle dans le comté de Contra Costa, en Californie. Mais selon les journaux, chaque tentative des autorités pour le loger dans une ville de la région de San Francisco a fait naître des manifestations organisées par des foules en colère qui finissent par l'emporter. À Rodeo, à environ 40 km au nord-est de San Francisco, plusieurs centaines de manifestants armés forcent les policiers à évacuer Singleton d'une chambre d'hôtel sous protection policière. Une autre tentative de le loger près de l'hôtel de ville de Concorde se révèle être un échec également en raison des protestations. Dans le comté de Contra Costa, le coupable est extrait d'un appartement en gilet pare-balles après que 400 habitants aient encerclé le bâtiment. Ne trouvant aucune ville prête à l'accueillir, le gouverneur George Deukmejian décide alors de le placer dans une caravane sur le terrain de San Quentin, jusqu'à la fin de sa probation, un an plus tard. Après sa libération, Singleton retourne en Floride, mais il décide de refaire des siennes. En 1990, arrêté de nouveau, il est condamné 2 fois pour vol. Il purge une peine de 60 jours pour avoir volé un appareil photo jetable au printemps 1990, et 2 ans de prison pour le vol d'un chapeau, se présentant au juge comme un vieil homme confus et stupide, avant sa condamnation. 7 ans plus tard, par un beau jour de printemps, un voisin signale à la police que Singleton a agressé une femme à Sulphur Springs, en Floride. Une fois chez lui, la police découvre avec stupeur le corps de Roxanne Hayes, une prostituée et mère de 3 enfants, poignardée à plusieurs reprises sur le haut du corps. Mary Vincent est alors appelée de Californie à Tampa pour témoigner cette fois-ci au procès de Singleton pour ce meurtre. Pendant son témoignage, elle décrit l'attaque de Singleton et les souffrances qu'elle a endurées en 1978. Cette fois, le jugement est sans appel. Singleton est condamné à mort. Mais il n'aura pas le temps d'aller jusqu'à l'exécution de sa peine. En effet, Singleton décède en 2001 d'un cancer dans un hôpital de la prison de Stark, en Floride. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. Nous espérons que vous avez passé un moment passionnant.
N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.